Bonjour, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence de conjoncture organisée par Calissa 972, structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients en Martinique. Alors je suis Hélène Sérignac, je suis journaliste et aujourd'hui je suis très honorée d'être à vos côtés. Alors il s'agit d'une première édition, comme je le disais, on l'espère, ce sera bientôt un rendez-vous trimestriel qui va nous permettre de suivre l'évolution des indicateurs de la qualité des soins et de la sécurité des patients en Martinique. Alors au programme aujourd'hui, on va débuter avec les résultats des établissements de santé de la Martinique dans la certification de la Haute Autorité de la Santé V 2020 et on poursuivra ensuite avec un regard croisé avec en parallèle le projet de soins du patient et le projet d'accompagnement personnalisé des résidents en EHPAD. Et puis on terminera avec un point sur la recherche en santé en Martinique. Alors un état des lieux qui est possible bien sûr grâce aux données collectées par Calissa 972, mais aussi aux données collectées par les partenaires, notamment le CHUM, France Asso Santé et la Haute Autorité de Santé. Alors malheureusement, Danielle Bruyer-Dawson n'est pas encore présente parmi nous. C'est la présidente de Calissa 972, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Mais je vais déjà vous demander, sans plus attendre, d'accueillir le directeur de Calissa 972 qui est juste à côté de moi. Il s'agit de David Pideri. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Donc, bienvenue à tous pour cette matinée que nous souhaitons, que nous inaugurons, ce rendez-vous que nous inaugurons, la conférence de conjoncture. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre en avant donc, des thématiques qui sont peu souvent présentées au grand public. Et l'idée, c'est de donner la parole à nos partenaires pour qu'ils présentent donc, de manière très objectivée, très chiffrée, des sujets qui sont peu souvent mis en avant. Et donc c'est pour cela que l'on va vous parler ce matin des résultats de la certification. Et puis ça sera la Haute Autorité de la Santé avec le chef de projet. Nous aurons aussi une intervention sur la recherche au CHU de Martinique qui sera faite par Madame Chloé Saint-Ville, la directrice qualité. Et ensuite, nous, à Calissa, nous allons vous présenter avec France Asso Santé une étude que nous avons réalisée au cours de la semaine sécurité patient 2024. Alors, quelques mots quand même pour ceux qui ne connaissent pas Calissa. Calissa 972, c'est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Donc, c'est une structure obligatoire dans toutes les régions. La nôtre, en Martinique, a été créée, a été désignée l'an dernier, en octobre, par l'ARS Martinique. Et nous avons, on va dire, 1 an d'existence, puisque nous avons débuté notre activité le 4 décembre 2023. Donc, nous avons 1 année d'existence, c'est vrai. Et notre mission, c'est d'accompagner les professionnels de santé, les établissements, sur leur démarche qualité et gestion des risques. Donc, nous avons une grande mission sur les EIGS. Et j'en profite pour dire que nous avons une autre conférence sur les EIGS ce soir, ici même. Et nous avons aussi pour mission d'avoir un rôle d'animateur territorial sur toutes les thématiques qualité et gestion des risques. Et donc c'est pour cela que nous vous proposons ce nouveau format. Ce nouveau format parce que il est essentiel pour agir sur la culture qualité et sécurité sur le territoire, d'avoir ces questionnements, d'avoir ces rendez-vous et ces échanges sur la qualité. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Et puis, nous allons passer... Merci beaucoup. On va donc poursuivre. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix puisqu'il est avec nous en visio. Il s'agit de Félix Osfater de la Haute Autorité de Santé et qui va nous faire un point sur les résultats des établissements de santé de la Martinique dans la certification de la Haute Autorité de la Santé de l'année 2020. Est-ce que vous nous entendez? Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez aussi? Et nous aussi, parfaitement.
Et on vous voit même. Formidable. Écoutez, dans ce cas, je vais pouvoir commencer. Attendez, je vais partager tout de suite mon écran. Est-ce que vous voyez au moins la première diapo? Tout est bon? Oui, très bien. Formidable. Donc d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, merci notamment à Monsieur Pideri avec qui j'ai eu des échanges au long cours sur notre intervention, enfin mon intervention pour la HAS ce jour. D'abord parce que voilà, nous on est toujours content, et je l'exprime au nom du service, on est toujours content de pouvoir parler de qualité, encore plus avec les structures régionales d'appui avec lesquelles déjà nous apprécions travailler, et sur lesquels nous comptons aussi dans l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, qui sont des partenaires assez essentiels pour les établissements de santé, comme pour les ARS, et qui permettent notamment pour certains établissements d'avoir une aide en amont comme en aval dans la qualité et la sécurité des soins, qui est quand même l'une de nos missions essentielles à la HAS. Du coup, ce que je souhaitais présenter aujourd'hui à l'invitation de Monsieur Pideri, c'était de vous montrer certains résultats comparatifs des établissements de la Martinique sur la certification actuelle, en sachant qu'on arrive, nous, on commence à avoir des résultats. Alors, il faut rester mesuré sur ces résultats, c'est ce que j'avais précisé, en sachant que il y a assez peu d'établissements finalement qui ont été certifiés, enfin qui ont été vus en visite de certification par la HAS sur le territoire martiniquais, ce qui fait que du coup les résultats que nous avons ne sont pas entièrement consolidés, mais permettent déjà de dégager évidemment une petite tendance et de se projeter aussi sur l'avenir, et notamment sur dès 2025, en sachant qu'il y a pas mal d'échéances qui arrivent, mais je vais y venir. Alors d'abord une petite partie sur les chiffres clés sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a 1887 visites qui ont été réalisées sur 2360, donc environ 80%, avec du coup, comme vous le voyez ici, un nombre de décisions, une répartition des décisions qu'on peut voir comme telles, environ donc 64% des établissements qui ont été certifiés, reçu une certification simple, et 23% des établissements qui ont reçu une certification avec mention. Sur le restant, on a donc 13% d'établissements qui ont soit une certification sous condition, soit qui ont été non certifiés, avec des variations qui peuvent dépendre soit des régions, soit du type d'établissement qu'il peut avoir. On a par exemple des résultats sur la psychiatrie récents qui sont plutôt moindres par rapport à ce qu'on connaît, y compris sur l'HAD. Mais il y a, c'est pas toujours une généralité. Il y a des établissements en HAD et en psychiatrie qui s'en sortent très bien. On repère quand même cependant quelques petites faiblesses sur certains établissements. Si on fait une cartographie des décisions par région, donc avec l'actualisation au plus récent, au 4 décembre, on voit que du coup il y a des disparités régionales qui sont plus ou moins importantes, avec des résultats qu'on va dire de plutôt très bons dans le sud, en PACA notamment, et des résultats qui sont un peu plus faibles en Normandie. Enfin, en fait, c'est sur la diapo suivante. Voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Normandie, Corse, on a des résultats qui sont un peu plus faibles. Pour ce qui est de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, on a des résultats qui sont également plus faibles. Mais comme je le disais, pour la Martinique, il faut prendre ces résultats avec des pincettes, en sachant que on a seulement 4 établissements qui sont passés. Sur ces 4 établissements, pour ce qui est des résultats qui s'égarent le plus des exigences, donc on a fait un échantillonnage. Grosso modo, ça recoupe tout ce qui a trait au chapitre 2.4, enfin à l'objectif 2.4. Donc le 2.4, c'est l'analyse des résultats cliniques, l'amélioration des pratiques à partir des résultats cliniques. C'est pas uniquement lié à la Martinique, d'ailleurs, je tiens à préciser, puisque quand on regarde sur les comparatifs, en comparatif sur les autres régions, on remarque que souvent ce sont des éléments qui reviennent couramment, et en particulier du coup le 2.4.01 sur l'amélioration des pratiques en fonction de l'analyse des résultats cliniques. Généralement le 2.4, alors non pas que je dis pas que ce sont ces résultats bien sûr et ces critères qui sont sanctionnants sur une décision de certification sous condition ou de non-certification, mais généralement le 2.4 étant quand même au centre de ce que nous on essaie de pousser sur la qualité, et en particulier de s'inspirer des résultats cliniques et de faire une amélioration continue de la qualité. Souvent on voit que chez les établissements qui ont des scores qui peuvent être un peu inférieurs, on voit que le 2.4 est souvent impacté. Alors c'est pas, voilà, c'est le cas dans tous les cas dans un bon pourcentage d'établissements, et notamment sur des critères un peu sensibles. Donc je le disais, le 2.4.01, mais de manière plus impactante, le 2.4.06 sur les modalités de réalisation de la checklist.
et qui concerne du coup des éléments de sécurité, et notamment qui concerne un critère impératif qui est celui de la checklist, et en l'occurrence de faire en sorte que cette checklist soit évaluée et améliorée à partir des résultats, en s'assurant du coup que toutes les personnes soient présentes. Je ne vous apprends rien. Et enfin de 4.05 sur les équipes de secteur de soins critiques. Donc pour l'instant, ce qu'on a pu observer, en dehors du fait d'avoir des résultats qui peuvent être aussi un peu plus mitigés concernant le premier chapitre sur l'information du patient, et notamment sur tout ce qui est relatif aux directives anticipées, à la satisfaction patient, mais on sait que sur ça, les établissements font parfois aussi ce qu'ils peuvent, et que le défaut d'information vient aussi non pas d'un manque de volonté de l'établissement, mais aussi d'une difficulté de diffusion de l'information, notamment sur les directives anticipées, pour les patients. Je donne ça à titre d'exemple, par exemple aussi sur du SMR en ambulatoire, parler de directives anticipées à des patients peut être quelque chose qui est un peu compliqué, si je puis dire. Pour autant, c'est quelque chose qu'on essaie de diffuser. Donc je donnais ces éléments-là à titre d'exemple. Un petit point sur les EVAX 2, les EVAX 2 sur les deuxièmes visites et les prochaines démarches de certification. Donc sur les 274 décisions qu'on a eues de certification sous condition, on a des résultats pour 131 démarches, les autres sont à venir. On a donc on a plus des 3/4 des établissements qui se retrouvent certifiés, voire certifiés avec mention. C'est parfois une croyance chez certains établissements que après avoir été certifié sous condition, il était impossible de décrocher une mention. Et bien, je confirme que c'est le cas, et qu'on a d'autres établissements d'ailleurs qui sont en train de passer, qui ont eu une deuxième visite et pour lesquels on a des résultats qui sont très encourageants. Donc généralement, il faut comprendre que cette décision de sous condition, elle vient non pas se substituer à une décision de non-certification, mais elle vient dire les résultats ne sont pas suffisants pour l'instant, mais la commission, en l'occurrence, la commission a confiance en l'avenir et considère que l'établissement est à même de s'améliorer au bout de 12 à 24 mois. Donc, le graphique montre un peu la chose, c'est-à-dire que sur l'ensemble de ces décisions sous cette condition, il y a quand même 75% qui ensuite débouchent sur une certification ou une certification avec mention. Sur les démarches à venir, du coup, sur la Martinique, donc bon, j'ai mis le graphique ici, vous voyez, il y a eu 2 établissements certifiés et 2 établissements certifiés sous condition. Il y a 2 démarches à venir, du coup, en post-décision sous condition, le CHU de Martinique, donc, et la clinique Saint-Paul en Scola, qui avait été, je crois, certifiée sous condition en 2023, si je ne dis pas de bêtises, ou tout début 2024. 2 établissements qui sont en attente de leur décision, l'hôpital du Marin et la clinique de la Tour. Il y avait aussi normalement le centre hospitalier Laurent Basse-Pointe et Romain Blondet qui devaient avoir leur certification en octobre, certification qui a été repoussée suite aux événements sociaux qu'il y a eu sur le territoire martiniquais et qui devrait passer, je crois, en juin 2025. Mais donc, il y a quand même 7 établissements à Tyr, Maurice Espinois, Romain Blondet, donc NS1 Ajoï, désolé pour la prononciation, Saint-Esprit, Laurent Basse-Pointe et le Nord Caraïbe, du coup, qui auront leur visite de certification, ce qui permettra pour le coup d'avoir du coup des résultats un peu plus consolidés et de voir les forces et les axes d'amélioration qu'il peut y avoir sur l'établissement martiniquais. Par ailleurs, pour le centre de soins de suite et de réadaptation La Valériane, il y a c'est un peu particulier. Je l'ai mis à part en sachant que, comme vous le savez, à partir de septembre 2025, on aura un nouveau référentiel de certification qui sera applicable pour tous les établissements. Ce qui fait que, du coup, le centre de soins de suite et de réadaptation La Valériane passera son nouveau référentiel et sera évalué du coup sur différents critères. Donc pour ça, je vous invite, c'est le moment où je fais un peu de promo, je vous invite à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 21 janvier sur le site de la HAS et qui concernera justement, qui sera l'occasion pour nous de dévoiler l'ensemble du nouveau référentiel et du nouveau référentiel avec du coup voilà, la liste des critères impératifs, les éléments qui sont en critères avancés qui passent en standard, ceux qui sont en standard qui passent en impératif. Voilà, ce qui était un événement, nous, on est évidemment content de partager, puisqu'on a évidemment beaucoup travaillé sur la question, à partir des résultats qui ont pu être tirés des résultats, enfin, à partir des résultats qui ont pu être tirés des visites de certification, pardon. Et puis voilà, qui est pour nous l'occasion de montrer aussi ce qu'on a pu tirer, et ce qui fait qu'on a un nouveau référentiel. Sur les supports d'information de communication, donc vous le savez, là je le dis, c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais moi j'aime bien insister dessus, en sachant que les fiches pédagogiques de la HAS sont faites justement pour comprendre comment sont évalués les critères, et en plus de cela, voilà, de comprendre la philosophie de certains critères, et notamment quels enjeux ça recoupe, quelles sont les données actuelles, et de quelle manière on cherche à évaluer, en tous les cas, quelle est la philosophie
de la HAS lorsqu'elle passe en de certification et qu'elle évalue certains critères, notamment, donc vous voyez, l'évaluation de la prise en charge de l'urgence vitale, la prise en charge médicamenteuse et d'autres critères impératifs. On a aussi des newsletters du coup qui permettent d'avoir les informations et certifications. C'est par ça qu'a été diffusé notamment le webinaire du 21 janvier. Voilà, donc des newsletters avec des actualités diverses et variées, des zooms sur des nouvelles fiches pédagogiques qui auraient pu être diffusées, et elles sont du coup diffusées à toutes les personnes qui ont un compte sur Calista pour les démarches de certification. Enfin, du coup, les affiches critères impératifs, je terminerai par ça, qui sont des affiches de communication à destination soit des soignants, mais aussi des gestionnaires et du personnel administratif pour mettre soit dans les services, soit pour diffuser avant un outil de certification, et qui permettent à la fois de se renseigner sur les critères impératifs, mais aussi d'avoir certains témoignages de soignants qui ont vécu une situation à risque qu'on essaie justement de prévenir, et qui racontent comment l'évaluation de ce critère répond aussi à certaines situations qu'on peut rencontrer à l'établissement de santé. Bref, montrer qu'on fait des choses qui sont concrètes et qu'on n'est pas seulement dans notre tour d'ivoire. Écoutez, voilà, j'ai terminé me concernant. J'espère que vous avez pu apprendre certaines choses, et encore merci à Monsieur Pideri pour son invitation. Merci beaucoup, Monsieur Sater, pour toutes ces précisions, pour cet éclairage également. On va donc poursuivre cette conférence de conjoncture, et cette fois-ci, on va s'atteler à ce regard croisé entre le projet de soins du patient et le projet d'accompagnement personnalisé des résidents en EHPAD. Et donc, oui. Ah, d'accord, on va rééchanger. Oui, aucun souci, avec plaisir. Alors, dans ce cas-là, oui, voilà, nous allons poursuivre avec la recherche en santé en Martinique. Voilà, nous avons donc à nos côtés Chloé Saint-Ville du CHU de Martinique. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Saint-Ville, directrice au CHU de la Martinique, en charge de la recherche, qualité, gestion des risques, droits des usagers, éthique et standards. On m'a demandé de venir aujourd'hui parler de la deuxième partie de mon périmètre, puisque je suis en charge de la qualité et gestion des risques. Mais aujourd'hui, je viens parler de la recherche. Donc rapidement, le CHU de Martinique, vous le connaissez tous, hein, c'est un établissement de santé assurant une triple mission, une mission de soins, d'enseignement et de recherche. On a tendance à l'oublier. Qui répond bien sûr aux besoins de proximité et assure des missions spécifiques de recours et de référence sur 8 sites que vous connaissez, on va passer rapidement, et qui est aussi ouvert sur le bassin caribéen et engagé dans des actions de coopération internationale, notamment sur tout ce qui a trait à la chirurgie cardiaque ou aux soins critiques. Le CHUM, en quelques chiffres, c'est par an, hein, plus de 400 000 journées d'hospitalisation, c'est environ 5 500 professionnels de santé, plus de 400 000 consultations externes, un budget de plus de 6 millions d'euros. Le contexte du CHUM, c'est que c'est un équilibre à trouver. Vous avez pu l'entendre hier encore par rapport à des situations sociales. Donc, au cours des 6 dernières années, c'est une crise majeure sanitaire, des crises sociales, 2 administrations provisoires, un GHT qui a été créé en janvier 2023, et puis des enjeux de projection sur le territoire et sur les activités dans les 10 prochaines années, avec des enjeux de reconstruction bâtimentaire sur Trinité, mais aussi sur le site de la Ménard. Donc, entre dynamisme et nécessité de structuration, on a à l'avenir des grands projets bâtimentaires qui
arriver à point comme l'ICIN, l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire, et qui nous oblige encore davantage à nous ouvrir à l'international. On a la reconstruction de l'hôpital de Louis Domergue, le projet de Géronton-Paul, et puis sur le site de la Ménard, plusieurs bâtiments. C'est des grands projets de coopération, comme je l'ai dit, avec la mise en place d'un service dédié aux patients étrangers. Et puis des projets aboutis sur filière sage-femme, soins critiques, cancérologie. Et puis il y a également la nécessité de consolider nos bases en termes de filière de soins, en termes d'ancrage territorial, de structuration du GHT. Pour rappel, la réglementation relative au GHT, ça date de 2016, et donc le CHUM est tout nouveau dans cette structuration, ainsi que les autres établissements de l'île. Donc on a un rattrapage à effectuer. Et puis le CHU de Martinique n'était pas entièrement aussi informatisé d'un point de vue dossier patient. Et donc là on y va avec comme horizon mai 2025 pour un dossier patient informatisé déployé complètement sur tous les services à cet horizon-là. Et donc bien sûr au bénéfice des patients et de la coordination d'équipe. L'enjeu de la recherche pour le CHU de Martinique, c'est surtout la qualité des soins. Et puis, du coup, avoir une prise en charge qui est spécifique à notre zone géographique. Parce qu'en fait, on se rend compte à l'échelle nationale que certaines pertinences de recommandations ne sont pas adaptées à notre territoire, au territoire des DOM et des départements français d'Amérique plus largement. Donc je vous prends l'exemple des épidémies de bronchiolite. On n'a pas la même saisonnalité dans les Antilles que dans l'Hexagone. Donc quand les recommandations HAS sortent sur la période de l'automne sur l'épidémie de bronchiolite et demandent les ARS également aux établissements de s'organiser pour faire face à un afflux plus important de petits patients, ici, ce n'est pas pertinent. Donc, on est en décalage par rapport à ces zones-là. Et donc, ça a été le travail d'un des médecins de la MFME, de manière rétrospective, de s'interroger sur la saisonnalité des épidémies de bronchiolite en Martinique et sur leur spécificité, si c'était le même virus ou pas que dans l'Hexagone. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas la même saisonnalité. Et donc, il a pu déterminer une saisonnalité qui va permettre au CHU de mieux s'organiser par rapport à des épidémies de bronchiolite. C'est aussi une reconnaissance et une attractivité pour le CHUM. On a un territoire qui est un désert médical avec des difficultés de recrutement, d'effectifs médicaux globalement sur toutes les spécialités, et donc le CHUM en tant qu'ancrage sur le territoire pallie au déficit de médecins en ville, mais c'est pas évident non plus le recrutement. Donc le fait d'avoir une activité de recherche, ça permet d'attirer des profils et de les fidéliser. Et c'est également un enjeu budgétaire puisque c'est une autre source de financement. Pour exemple, un centre de lutte contre le cancer à Bordeaux nous indiquait que 15% de son budget, en termes de recettes, c'est en lien avec la recherche, des projets de recherche, et notamment des projets de recherche en lien avec des laboratoires privés, donc en termes de promotion industrielle. La gouvernance de la recherche et innovation au CHUM, je vous la présente là. Et en fait, depuis 2022-2023, on s'est doté d'un comité d'orientation stratégique de la recherche et de l'innovation. Pourquoi ? Parce que c'était une thématique qui avait été délaissée dans le passé, en lien avec tout le contexte que je vous ai explicité, puisque la recherche, ça fait partie des missions du CHUM, mais face à d'autres problématiques de prise en charge des patients, à un moment donné, il a été fait le choix de privilégier d'autres thématiques, et on a quelque peu délaissé la recherche. Or, comme je vous l'ai indiqué, c'est un enjeu important, notamment pour la prise en charge des patients, mais pour avoir aussi les effectifs médicaux et paramédicaux pour soigner au quotidien nos patients. Donc c'est affiché en tant que tel comme un objectif stratégique de la gouvernance, donc de la direction générale et de la CME, pour rendre visible la recherche et l'innovation du CHU de la Martinique, au vu de tous les enjeux que j'ai explicités. Donc on a ce comité d'orientation stratégique de la recherche et innovation
qui permet de piloter cette thématique-là à l'échelle de l'hôpital et de rassembler les énergies. Et ensuite, on a différentes structures d'appui à la recherche qui concourent à l'activité de recherche. Donc, on a des structures d'appui que j'expliciterai après. Donc, le comité d'orientation stratégique de la recherche et innovation, dont le président est le directeur général, travaille sur les missions suivantes. Dimension stratégique, c'est un organe de coordination à l'échelle institutionnelle du pilotage de la fonction recherche et innovation au CHUM. Ce comité travaille et valide le projet recherche et innovation et la politique recherche et innovation du CHUM, évalue le bilan d'activité de cette thématique-là. Ils sont remontés et analysés les alertes et les difficultés éventuelles dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets de recherche et a vocation à suivre de manière fine les différents projets de grande envergure. Donne un avis sur les modalités de fonctionnement, notamment en lien avec la délégation de gestion, et puis contribue à mieux coordonner les relations et les actions en lien avec les partenaires extérieurs, puisque le CHUM est une structure de recherche également et devrait être en réseau avec les différentes structures de recherche du territoire, qu'elles portent sur la santé ou pas, dans une dynamique également territoriale. Le projet recherche et innovation du CHUM, il a été revu en 2022, fin 2022, début 2023, validé par toutes les instances à date. Et donc, c'est un projet pluriannuel sur 4 ans qui va nous permettre de guider nos actions sur la période à venir, la période en cours et la période à venir, et de nous évaluer aussi. Donc, c'est un projet stratégique qui a 6 axes. Mieux accompagner les chercheurs, avoir une démarche qualité. Donc on a différentes structures de la recherche, structures d'appui à la recherche qui sont déjà certifiées selon une norme ISO. Développer la recherche et l'innovation. Développer le financement de la recherche, rendre visible la recherche et l'innovation et structurer la direction de la recherche. En termes d'axes prioritaires de recherche, donc sur les aspects plus scientifiques, on a 4 axes qui ont été identifiés et validés. Le premier axe porte sur les pathologies cardiovasculaires, envenimation et impact de menaces environnementales dans les spécifiques de l'espace caribéen. Et donc les thématiques portent sur la toxicologie clinique et la santé environnementale et envenimation par les morsures de serpents, la cardiomyopathie amyloïde, et tout ce qui a trait à la physiopathologie, biologie mitochondriale et pathologie cardiovasculaire. L'axe 2 renvoie aux pathologies infectieuses et maladies infectieuses émergentes, tout ce qui a trait aux arboviroses et autres infections émergentes, donc plus spécifiquement dans le langage courant, tout ce qui est dengue, et les infections virales chroniques. Donc, par exemple, on a un chercheur, un médecin dans l'équipe qui travaille sur le lien entre virus et handicap. Parce qu'on ne se rend pas compte on s'en est rendu compte avec le chikungunya, qui avait des phases chroniques, du coup, suite à une infection au chikungunya, et on s'en rend compte aussi au niveau du Covid, avec des personnes dans le temps long qui gardent des séquelles invalidantes. Et donc qui, à 2-3 ans de l'infection, gardent des handicaps et donc du coup seront amenés à avoir une incapacité qu'on va dire définitive, et donc ça impacte leur vie et la manière dont ils vont devoir gérer le travail, les liens familiaux, etc. L'axe 3, épidémiologie clinique et vieillissement. Et donc ça porte sur la fragilité, la fragilisation chez les personnes âgées, la santé subjective et maladies chroniques et cancer et personnes âgées. Donc c'est tout ce qui a trait à la personne âgée, et c'est important pour notre territoire puisqu'on est devenu le premier territoire avec la démographie où il y a le plus de personnes âgées, pour faire simple. Et donc comment on prend connaissance des caractéristiques de la population pour mieux les accompagner et pour avoir une offre de soins aussi qui est adaptée et une offre médico-sociale aussi qui est adaptée. Parce que le CHU va gérer l'aigu,
Mais après, sur les aspects médico-sociaux, en termes de dépendance, de liens familial, et ben ça, c'est le territoire qui doit s'organiser. Et à date, pour vous donner un exemple, au CHU, c'est quand même une difficulté, la prise en charge des personnes âgées, puisque nos structures ne sont pas forcément adaptées. Et quand la phase aiguë est passée, on a beaucoup de mal à gérer les sorties de ce type de patients. Parce que la famille ne vit pas sur le territoire et qu'à la suite de l'hospitalisation, il y a une perte d'autonomie, parce que la famille n'a pas anticipé une éventuelle perte d'autonomie et a du mal à se projeter vers une nouvelle organisation de vie. Et donc, ça implique que des personnes âgées restent trop longtemps aux urgences ou restent trop longtemps dans les lits du CHU. Et l'axe 4, porte sur les données de santé. Et donc ça renvoie à la mise en place d'un entrepôt de données de santé, donc qui sera prochainement inauguré en 2025, tout ce qui a trait à l'analyse des données massives en santé. Pour vous donner une visibilité sur les personnels de recherche au sens large, sans prendre en compte les personnels de structures d'appui à la recherche, on a 14 PIPH, professeurs des universités et praticiens hospitaliers, 3 professeurs des universités associées, des maîtres de conférences, 5 chefs de clinique, et puis environ 300 internes donc, qui travaillent sur leur thèse et qui concourent à des projets de recherche. Quand on se compare à d'autres établissements de notre taille, on a peu de personnel universitaire et donc une difficulté à mener des projets de recherche et des gros projets de recherche notamment. Et une majorité de la recherche qui se fait au CHU, elle est faite par nos praticiens hospitaliers, donc qui doivent à la fois gérer la clinique, la prise en charge des patients et gérer en même temps des projets de recherche, qui fait que c'est une difficulté pour certains d'aller jusqu'au bout d'un projet de recherche, parce qu'un projet de recherche, c'est l'idée, la mise en place d'un protocole solide, la recherche de financement, la mise en œuvre, les résultats, et ensuite la valorisation de ces résultats via des publications dans des articles scientifiques ou des conférences colloques. Donc, globalement, on arrive à la phase résultat, et parfois une difficulté de s'extraire de la clinique pour valoriser les résultats via des publications, qui sont aussi une source de financement pour l'hôpital. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'augmenter le nombre d'universitaires ultramarins issus du CHU, parce qu'ils auront tendance à rester, parce qu'on fait face à un turnover important, et de renforcer les liens avec l'université. La recherche et l'innovation, c'est aussi des partenariats. Donc, on collabore avec le CHU de Guadeloupe, avec le CHU de Cayenne. On collabore aussi avec des centres de l'Hexagone, soit quand nous sommes promoteurs de projets de recherche, ou quand eux, ils sont promoteurs et nous sommes centres associés, avec des labos publics, mais aussi des labos privés. Et aussi avec le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, au travers notamment des projets au concours ou Santé publique France également. À date, on a une 60aine de partenariats institutionnels et industriels en cours au CHU. Après, pour nous, du fait de l'éloignement, il y a une difficulté à entretenir les réseaux, et c'est important dans le monde de la recherche, puisque quand il y a un appel à projet qui sort, généralement, les délais sont courts, et donc les idées et projets de recherche, c'est qu'elles se mûrissent dans le temps. Et puis, l'éloignement, c'est des frais de déplacement qui sont importants, donc du coup, difficulté à maintenir ces réseaux, puisque le face-à-face, c'est important. Les réseaux scientifiques les plus importants pour nous, c'est le GIRCISO, qui est le groupement interrégional de la recherche clinique et de l'innovation du Sud-Ouest, auquel on appartient, avec des établissements comme le CHU de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse, des centres de lutte contre le cancer. Et donc le GIRCISO a une mission d'intérêt général déléguée par la DGOS d'animation de la recherche clinique et innovation sur le territoire du Sud-Ouest. Et donc, il nous accompagne beaucoup. Donc, par exemple,
face à la faible inclusion des établissements des DOM dans des essais thérapeutiques sur le cancer, le GIRCI a permis des réunions concluantes avec l'INCa et a permis que l'INCa puisse prendre en charge les surcoudomiens. Parce qu'en fait, comme on est éloigné, les centres majeurs dans la recherche sur les essais thérapeutiques en cancérologie ne pensent pas facilement aux établissements des DOM. Et du coup, ils déposent leurs projets avec des budgets qui ne prennent pas en compte nos spécificités, et notamment les surcoudomiens, ou l'éloignement et les frais liés parfois à la transmission d'échantillons, etc. Et donc, quand ils nous sollicitent, ils se rendent compte que y a ces spécificités-là, et ça empêche la conclusion du partenariat, ou ça empêchait, puisque dorénavant, en tout cas, on a eu le cas et l'identification de projets en cours financés par l'INCa, qui a permis l'inclusion dans une dizaine de projets de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, ce qui est une bonne chose pour nos patients, puisque nos patients n'ont pas accès à des thérapies innovantes par rapport à des patients de l'Hexagone, du fait de l'éloignement et puis du fait d'avoir un réseau qui ne soit pas assez dense. Voici une visibilité sur 2021-2022 de la valorisation de la recherche au CHU. Donc, on a environ 150 articles qui sont rédigés par nos médecins et qui sont publiés dans des revues scientifiques de renommée internationale. Les structures supports de la recherche et innovation, donc dans le périmètre de la direction de la recherche et de l'innovation. Dans le périmètre direct, on a la délégation de la recherche clinique et innovation avec les structures suivantes: unité de soutien méthodologique à la recherche, unité de promotion interne et externe et unité de soutien à l'investigation. Les DRCI, comme on les appelle, délégation de la recherche clinique et innovation, ont été créées en 2008, en 2007 et mise en place progressivement entre 2007 et 2009. Celle du CHU, elle date de 2009 et donc c'est la structure d'appui principale qui aide les médecins, les paramédicaux, toute personne intéressée à développer un projet de recherche, à transformer une idée en projet de recherche avec un protocole solide. Donc ça, c'est le rôle de l'unité de soutien méthodologique à la recherche. L'unité de promotion interne, quand ce sont des projets issus du CHUM, elle va réaliser toutes les démarches administratives pour que le projet de recherche puisse se faire, puisqu'il y a une réglementation spécifique pour la recherche biomédicale en santé, donc encadrée par la loi Jardé de 2013, et qui oblige à un certain nombre de démarches. Donc on ne peut pas se décréter du jour au lendemain, faire un projet de recherche, puisqu'on se doit de respecter un certain nombre de bonnes pratiques, et en fonction de la typologie de la recherche, le projet doit passer en CPP, Comité de protection des personnes, pour garantir que les droits des patients sont respectés. Donc surtout dans le cadre de projets de recherche interventionnels. Quand ce sont des projets de recherche rétrospective en lien avec les données de santé, c'est pas la même démarche, elle est un peu plus souple, mais c'est le rôle de l'unité de promotion interne de s'assurer de la typologie de la recherche et de s'assurer que les aspects réglementaires en lien avec la recherche sont assurés, au bénéfice des patients toujours. L'unité de promotion s'occupe aussi de la promotion externe. C'est comme je vous l'expliquais, ce sont des projets qui sont portés par d'autres hôpitaux ou d'autres laboratoires ou structures de recherche et qui veulent nous associer à leurs projets de recherche. On a ensuite le centre d'investigation clinique, donc le CIC, qui est actuellement un CIC anti-Guyane et dont la thématique principale porte tout ce qui est maladies infectieuses et émergentes en Martinique, et qui est un double rattachement CHU et INSERM. Donc pour favoriser le transfert de la recherche fondamentale
vers la recherche clinique. Et on a le centre de données cliniques, qui est le service qui a en son sein l'entrepôt de données de santé, qui sera bientôt opérationnel en 2025 et qui va faciliter la mise en place de projets notamment rétrospectifs, puisque dans cet entrepôt de données, on aura un certain nombre de données patients qui vont permettre de faciliter l'analyse de données dans le cadre de projets de recherche spécifiques. On a aussi des structures au sein des pôles médico-techniques, donc comme le plus important, le CERBIM, qui est un centre de ressources biologiques, donc qui a vocation à recueillir des échantillons biologiques, donc des bouts de tumeurs, du sang, et de créer des collections, soit dans le cadre de projets de recherche, soit dans le cadre du soin, qui seront réutilisés ensuite pour des projets de recherche. On a aussi un registre du cancer qui est labellisé. Et dans les centres experts, donc qui sont experts sur une pathologie particulière, ils ont une petite mission aussi de recherche. Le financement de la recherche-innovation, il est multiple et le CHU, dans sa stratégie, c'est de développer le financement de la recherche. On a une dotation socle de l'assurance maladie de l'ordre de 3,6 millions qui comprend les recettes liées aux publications d'articles, à l'intégration de patients dans des projets de recherche et puis qui permet de financer aussi l'enseignement et le temps qu'on passe pour former les internes. On a aussi une MIG, un financement MIG, mission d'intérêt général, pour les structures support d'appui à la recherche comme la DRCI, le CIC et le CERBIM. Et on a aussi un financement propre du CHUM. Et après, on va rechercher les financements européens tels que les financements FEDER, Interreg. Il y a des financements aussi liés à des appels à projets nationaux comme les PHRC, je me suis trompée, et PHRCI, donc Programme hospitalier de recherche clinique et innovation. L'ANR et l'ANRS, c'est l'agence recherche nationale et l'agence nationale de recherche en santé, qui finance aussi des projets via des appels à projets. Donc le CHUM a pu être lauréat de plusieurs projets sur les 5 dernières années. Et puis on va rechercher d'autres appels à projets. Je vous remercie. Merci à vous Chloé Saint-Ville. Je rappelle que vous êtes directrice en charge de la recherche, qualité et gestion des risques au CHU de Martinique. Alors nous allons poursuivre tout de suite avec ce regard croisé dont nous avons parlé en tout début de cette conférence de conjoncture entre le projet de soins du patient et le projet d'accompagnement personnalisé des résidents en EHPAD. Et donc c'est un double regard qui va nous être proposé par Stélie Savy, qui est à mes côtés de CALISA 9C2, qui est ingénieur qualité et gestion des risques, et également qui est dans le public Emerante Defoy, qui est présidente de France Asso Santé. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore à Madame Jeanne Emerante de sa présence et de sa co-présentation de ses regards croisés sur le projet de soins du patient et le projet d'accompagnement personnalisé des résidents en EHPAD. Donc, on va vous présenter en quoi ça consiste. Donc, tout ça est en lien avec la semaine de la sécurité des patients qui a eu 2024, qui avait pour thématique d'améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients. Donc, sous l'initiative de l'ORAX 971, qui est la SRA de la Guadeloupe, et en partenariat avec France Asso Santé Martinique, nous avons mené une enquête auprès des professionnels et des usagers. Donc déjà, qu'est-ce que la semaine de la sécurité des patients ?
Il s'agit d'une opération annuelle de sensibilisation depuis 2011, organisée par le ministère de la Santé, et qui a pour objectif d'accroître la sensibilisation et l'engagement du public, œuvrer en faveur d'une solidarité mondiale et encourager l'action des États membres pour promouvoir la sécurité des patients. Donc, à l'occasion de cette semaine, beaucoup d'actions, d'ateliers de sensibilisation, de formation, d'outils sont partagés sur la thématique de l'année, qui est déterminée par le ministère. Donc, juste pour vous montrer un exemple des thématiques qui se sont écoulées les années passées. Donc, en 2017, par exemple, il était question de la sécurité des patients, 2018 des médicaments, 2019 des antibiotiques cette fois-ci, 2021 le risque infectieux, 2022 les événements indésirables associés aux soins, 2023 le fait d'inclure les patients dans leur prise en charge, dans leur prise en soins, et enfin 2024 cette année, il était question du diagnostic, d'amélioration du diagnostic pour la sécurité des patients. Donc, on va commencer par un point sur ce que c'est le projet de soins. Donc, le projet de soins, il concerne et est déployé par les établissements de santé, les établissements sanitaires. Alors, c'est un document qui a pour objectif de concevoir la stratégie de prise en soin à mettre en œuvre en tenant compte de l'évaluation de la situation du patient. Donc, il est élaboré par une équipe pluriprofessionnelle en collaboration avec le patient et sa famille. Et il constitue une analyse des besoins, problèmes réels et potentiels du patient. Maintenant, le projet d'accompagnement personnalisé, donc aussi appelé PAP, il concerne cette fois-ci les établissements et services sociaux et médico-sociaux, aussi appelé ESSMS. Donc c'est un document, là encore, cette fois-ci qui a été promulgué par la loi 2002 qui a placé le projet d'accompagnement personnalisé comme une des garanties pour l'exercice des droits et liberté des personnes accueillies dans ces établissements et dans ces services. Donc le projet d'accompagnement, il a deux objectifs principaux. Il permet aux résidents ou à la personne accompagnée de bénéficier d'un accompagnement individualisé adapté à ses attentes, ses besoins et l'évolution de sa situation. Donc la personne peut, lors de la constitution de ce document, choisir son accompagnement et participer directement aux choix qui la concernent. Donc, plusieurs risques sont évalués dans ce document, notamment le risque de fugue, de disparition, le risque d'addiction, conduite à risque, les chutes, très important aussi en EHPAD, de même que la dénutrition, la malnutrition, les troubles de la déglutition, le harcèlement, l'abus de faiblesse et bien d'autres. Et on a aussi des facteurs de protection, donc au regard de ces risques, l'établissement doit mettre en place des actions pour éviter que ces risques ne surviennent. On va vous parler maintenant de l'enquête en elle-même. Donc, alors, l'objectif de cette enquête était de dresser un état des lieux, d'alimenter des échanges et débats, et d'alimenter des groupes de travail pour une meilleure mobilisation par les équipes sur le territoire du projet de soins en établissement de santé et du projet personnalisé en établissement et structures sociales et médico-sociales. Donc concrètement, comment ça s'est déroulé ? Donc, nous avons eu de nombreuses réunions avec la SRA de la Guadeloupe, l'Orax 971, afin d'établir un questionnaire commun sur les deux régions. Donc, le questionnaire adressé aux professionnels, c'était le même, les questions étaient choisies ensemble. Un questionnaire a également été élaboré en collaboration cette fois-ci avec France Asso Santé, Martinique et Guadeloupe, à destination des usagers cette fois-ci, donc des patients. Donc, concernant le questionnaire adressé aux professionnels, du 13 juin au 31 août 2024, ce questionnaire anonyme a été proposé aux professionnels de santé de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, concrètement, à qui il s'adressait, quels professionnels étaient concernés. Donc, pour les établissements de santé, donc ES, on a privilégié des services qui présentent une durée moyenne de séjour généralement égale ou supérieure à 10 jours. Donc, les soins de suite et de réadaptation, hospitalisation à domicile, psychiatrie, services de médecine. Puisque le projet de soins, c'est là qu'il prend tout son sens, en fait, quand le patient doit être suivi pendant plusieurs jours. On a vraiment l'occasion de faire une analyse de ses besoins, pour adapter sa prise en charge à ses besoins, justement. Par contre, pour le médico-social et le social, on n'a pas fait de distinction. Tous les établissements et services étaient concernés par cette enquête.
Les professionnels maintenant, professionnels de terrain exclusivement, donc les infirmiers, aides-soignants, les cadres, infirmiers coordinateurs, chefs de service, médecins coordinateurs, aides médico-psychologiques, éducateurs, psychologues, kinésithérapeutes et enfin les responsables et référents qualité étaient l'objet de cette enquête pour les patients, pour les professionnels, pardon. Donc, les résultats ont été restitués déjà lors de la semaine sécurité des patients. Donc, le 18 septembre, il a été adressé aux professionnels des établissements de santé. Donc, les résultats ont été présentés. Et on a eu notamment aussi l'intervention de Madame Suzy Ridarche, qui était coordinatrice à France Assos Santé, donc qui nous a fait le retour des patients justement dans cette enquête. Donc, on a également fait un point sur le projet de soins, en quoi ça consiste, quels sont les attendus, puisqu'il y a également des critères dans la certification de la Haute Autorité de la Santé sur le projet de soins. Et on a pu tenir des temps d'échange et de débat. Puis, 2 jours après, le 20 septembre, toujours pendant la semaine sécurité des patients, on a pu présenter les résultats cette fois-ci aux établissements et services médico-sociaux, avec toujours un focus sur le projet d'accompagnement, donc tout ce qui touche à la réglementation, les attendus de la HAS, puisque l'évaluation de la HAS concerne aussi également en grande partie le projet d'accompagnement. Et cela s'est clôturé par des temps d'échange et de débat. Donc maintenant, on passe au cœur du sujet, les résultats de cette enquête. Donc, on commence par les résultats pour le projet de soins. Donc, un point d'attention très important, on vous présente aujourd'hui des tendances, on ne va pas vous présenter des résultats chiffrés, ça demande d'atteindre un seuil de représentativité par rapport au nombre de questionnaires qui nous sont remis et au nombre de réponses qu'on a. Donc ce qu'on vous présente, c'est vraiment des grandes tendances pour avoir des pistes d'amélioration dans le futur et pas pour faire un état des lieux chiffré. Donc on va quand même s'intéresser au profil des répondants. Donc 10 établissements ont été sollicités, on a obtenu 111 réponses, donc de professionnels de santé. Donc concernant les services d'exercice des répondants, donc en grande majorité des soins de ce type de réadaptation, puis on a l'HAD, les services de médecine, de psychiatrie, de chirurgie et d'autres services de soins. Par rapport aux professionnels maintenant, donc une majorité d'infirmiers, suivis par les aides-soignants, les médecins, cadres de santé, assistants sociaux et d'autres professions. Donc comme je vous disais, on va présenter des grandes tendances. Donc en fait, on a fait des statistiques pour établir les points qui étaient encourageants, les points positifs par rapport à ce qui nous a été retourné par les professionnels. Donc il en ressort que les professionnels connaissent la notion de projet personnalisé de soins. Il y a un temps dédié à son élaboration, son évaluation dans l'équipe, au sein de l'établissement. Le projet est réalisé avec et après l'avis du patient ou de sa famille, très important, et l'adhésion du patient est recherchée. Mais on a également identifié des axes d'amélioration. Donc le projet personnalisé, le projet de soins, même s'il est connu dans ses grandes lignes, la connaissance claire, c'est-à-dire ce qu'il contient, quel est son objectif, ces enjeux ne sont pas forcément bien intégrés par les professionnels. Et également le fait que même si les temps dédiés sont déjà bien identifiés, les professionnels ne sont pas encore satisfaits de leur implication dans l'élaboration de ce projet de soins. On en a profité pour leur demander quels axes d'amélioration eux ils voyaient au niveau du territoire. Donc, les propositions ont été les suivantes: proposer des formations sur le projet de soins, impliquer davantage le patient en collectant son avis, faire preuve d'écoute active, réévaluer régulièrement le projet de soins afin de réajuster la prise en soins, faire vivre le projet de soins afin qu'il ne soit pas qu'une formalité, ce qui est beaucoup ressorti aussi, désigner un référent projet de soins au sein de l'équipe et organiser le projet de soins en amont, ce qui n'est pas encore fait assez selon eux. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Jeanne Émérante qui va nous présenter le point de vue des patients. Vous avez vu un peu les points d'amélioration et l'implication et des professionnels et des usagers dans un projet qui concerne l'usager, qui doit être mis en place par les professionnels avec des usagers. Vous avez vu qu'il y a des points d'amélioration. Et pourquoi est-ce que ces deux documents sont importants? Parce qu'en fait, ils concrétisent l'obligation d'information des usagers, information et
participation dans l'élaboration de tout ce qui le concerne, l'usager. Et particulièrement dans les établissements de soins et dans les établissements et sociaux et médico-sociaux. Donc, rappelle-moi ton nom, ton prénom. a déjà donné les objectifs et tout cela, donc je vais simplement m'attacher aux résultats. Alors, nous avons posé un certain nombre de questions. Comme on l'a dit, ces questions ont été élaborées en collaboration avec la Guadeloupe. Et première question, avez-vous été ou êtes-vous suivi dans le cadre d'une pathologie pour laquelle un projet de soins a été mis en place? Alors, vous voyez les réponses, 23%, je ne sais pas. Et puis, environ une personne sur 5, on le voit, ne sait pas si un projet de soins a été mis en place dans le cadre de sa pathologie. Donc, ça veut dire que l'usager n'a pas été impliqué dans ce projet de soins qui est élaboré pour sa pathologie. Oui, pour 30% et 46% non. Je vous laisse réfléchir à cela. Ensuite, on peut voir aussi le profil des répondants. C'était des femmes, 85%, avec des tranches d'âge plus de 65%. Et vous voyez qu'en fait, il y a aussi à faire pour la tranche d'âge 18-40 ans, parce qu'il n'y a que 5% qui ont répondu. Et parmi les pathologies, les cancers à 52%, donc la plupart, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, et puis pour les autres pathologies, que 5,3%. Alors, la question, avez-vous le sentiment? Parce qu'en fait, c'était une question sur laquelle on a dû beaucoup discuter sur la formulation. Avez-vous le sentiment d'avoir participé à l'élaboration du projet de soins avec l'équipe soignante? Parce qu'en fait, on s'est dit, que ça peut être aussi un ressenti. Ça peut être que l'usager n'a pas compris que sa participation à une enquête, qu'importe, entrait dans le cadre de sa participation à ces projets. Et alors, avez-vous le sentiment d'avoir participé avec l'équipe soignante, et on parle bien de l'équipe soignante en spécifiant quand même les deux plus importants membres de l'équipe, médecins et infirmiers, et vous voyez qu'il y a quand même 75% qui ont le sentiment d'avoir participé, et alors à part la prise en compte du patient lui-même et de son expérience, la communication entre professionnels de santé et usagers, mais un sentiment. Et puis 25%, non, on va continuer. Alors, la question, l'équipe soignante vous a-t-elle posé des questions? Parce qu'on a le sentiment d'avoir participé, parce qu'il y a juste une question qui nous a interpellés. Mais est-ce que l'équipe soignante a posé des questions sur la façon dont vous vivez avec cette pathologie au quotidien? Alors, vous voyez qu'en fait, il n'y a que 5% qui répondent non. La question également sur ce qui a été difficile pour vous à gérer. 75% répondent oui, qu'on a été interrogé sur cela. Ensuite, les solutions que vous aviez déjà essayées ou mises en place. 70% répondent oui. Et vos conditions de vie, lieu de vie, proches et aidants, là aussi 70%. Donc, les patients ont le sentiment d'avoir répondu à ces questions-là, à peu près à 75%, on va dire. Et nous avons, en fait, personnellement, moi, j'ai été étonnée du taux de réponse sur la façon dont vous vivez avec cette pathologie au quotidien, parce qu'en fait, ça ne reflète pas beaucoup les coups de gueule ou les réclamations ou ce que les usagers nous disent à nous. Hein, oui, je n'ai même pas eu le temps de parler, c'était très rapide, le soignant ne m'a pas laissé poser toutes les questions, et puis je ne me suis pas sentie poussée à poser ce genre de questions. Mais en fait, les résultats de ceux qui ont répondu sont là et on en prend acte. Alors, autre question, ce projet a-t-il été
vous a-t-il été présenté? Vous voyez qu'il y a 40% qui répondent non. Et si oui, à quel moment? Après le diagnostic, 58%, vous voyez que c'est quand même très important, après le diagnostic, ou au début du traitement, c'est quand même impressionnant que quand 34% à la présentation du projet, mais au début du traitement, donc ça veut dire qu'on applique déjà un projet qui n'a pas été présenté. Bon. Ensuite, et pendant le traitement, 8% quand même. Donc l'implication, c'est vraiment, on voit bien que c'est un sentiment, puisqu'après, quand on pose réellement les questions qui permettent de bien aller en profondeur sur le projet, on se rend compte que c'est quand même, évidemment après le diagnostic, c'est normal, mais ça devrait être quasiment 100% après le diagnostic, puisqu'en fait le diagnostic est posé. À ce moment-là, dans le cadre des droits en santé des usagers, dans le Code de la santé, loi 2002, le diagnostic est posé, le droit à l'information, on doit tout dire aux usagers, tout dire aux usagers, le diagnostic, le pronostic, et surtout lui présenter tous les médicaments et toutes les solutions, et là, on voit que seulement, c'est 58% de présentation de ce projet après le diagnostic. Ensuite, question, selon vous, a-t-on cherché à vérifier votre compréhension des objectifs du projet de société? Cette question aussi a fait l'objet de beaucoup de débats entre nous pour qu'elle exprime bien la réponse qu'on attendait. Selon vous, a-t-on cherché à vérifier votre compréhension des objectifs du projet de soins? Et bien, ils disent oui, voilà, on a cherché, et vous allez voir la suite, et non, et non. C'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte, moi, qui suis personne de confiance et qui accompagne les usagers concernés lors de leur visite, je me rends compte que les termes, et en fait, très souvent, les professionnels ne cherchent pas à savoir si l'usager a bien compris en faisant la reformulation. Et ça va encore plus loin. J'en ai discuté lors d'une réunion avec le directeur du CHUM. Quand on lui donne le compte-rendu, il y a un tas de sigles. Bon, c'est incompréhensible. D'accord? Donc, a-t-on cherché à vérifier? Alors, ils disent oui, à 70%. Avez-vous posé des questions? Parce que si, pour être sûr que la personne a compris, il faut poser des questions. Avez-vous posé des questions sur ce projet? Alors, non à 40%. Vous voyez donc que les réponses, quelquefois, ne correspondent pas vraiment au sentiment. Enfin, on va dire que c'est un sentiment et pas toujours une réalité. Et sinon, pourquoi? Et vous voyez un peu les réponses, pas de questions à poser. Pas de questions à poser à 60%, ou alors, non-présentation du projet, c'est quand même 20%. Donc, on n'a pas présenté le projet, donc on ne peut pas poser de questions, alors que même si on n'a pas présenté le projet, dans le cadre de ce droit à l'information, nous poussons les usagers à poser des questions. Alors certains nous disent oui, mais les soignants et particulièrement les médecins disent vous avez fait des études de médecine, donc leur ferment la bouche et les rabaissent. Et nous avons très souvent ça, ou alors l'usager voit l'impatience du professionnel de santé et n'ose pas s'exprimer. Et même il y en a un récemment qui m'a dit que le médecin lui a dit bon, moi je dois partir, 16h30, donc mon femme lui dit bon, basta avec toutes vos questions là, je peux partir. Donc, pas de questions à poser, parce que quelquefois, le soignant ne suscite pas vraiment ces questions.
Alors, diriez-vous que vous avez obtenu des réponses claires? Tout à fait d'accord, 38%, d'accord, 50%. Donc, on vous parle. Donc, 80% des patients ont répondu à cette question, donc pas tous ceux qui ont été interrogés. Et le droit à l'information semble respecté. 60% des patients affirment avoir eu une présentation de leur projet, 88% des patients ont eu des réponses claires à leurs questions. Dans tous les cas, lorsqu'il m'arrive d'intervenir à la radio, il y a eu un pharmacien qui a appelé une fois pour dire qu'effectivement les usagers n'osent pas poser de questions parce que lorsqu'ils arrivent avec une ordonnance et que le pharmacien leur demande pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce médicament, est-ce qu'on vous a présenté les effets indésirables, etc. Il répond non, le docteur dit ça, le docteur dit qu'il nous ça, nous apprenons comme ça, et où qui ça dit nous? D'accord? Donc en fait, ils attendent beaucoup plus du pharmacien, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le pharmacien qu'avec le soignant direct. Avez-vous ajouté des éléments dans votre dossier de soins? Alors, 60% ont répondu oui et 40% non. C'est quand même important. Hein? Des éléments dans le projet de soins parce qu'en fait, on parle maintenant de patients experts, etc. Et la démocratie en santé, elle a deux volets. Le volet représentation avec les représentants des usagers, mais le volet participation parce que l'usager, le patient doit participer à sa prise en charge dans le cadre de la qualité de la prise en charge. Alors, quelles sont les tendances et les observations? Alors, si oui, lesquelles? Question. Alors, atelier de réflexologie, rééducation, naturopathie, fréquence des rendez-vous, suivi perte de poids, suivi bien-être, activité physique. Ce sont quelques exemples. Et puis sinon, pourquoi? Alors, bon, je ne me suis pas sentie à l'aise pour en proposer. C'est quand même 25% pour un projet qui me concerne. Et je n'en avais pas besoin. Vous a-t-on demandé votre accord pour mettre en place ce projet de soins? 15% non, 85% oui. Et les 15% affirment que leur consentement éclairé n'a pas été recensé pour la mise en place de leur projet de soins. Infraction également de l'article du code de la santé et de la loi Kouchner de 2002. Quelle est la procédure lorsque le patient refuse la mise en place de son projet? Voilà, donc il n'a pas pu s'exprimer sur ça. Vous êtes-vous senti suffisamment impliqué dans ce projet de soins? D'accord, 40%. Tout à fait d'accord, on peut dire à peu près un patient sur deux s'est senti impliqué dans son projet de soins. Et donc la question, comment permettre aux patients de se sentir plus impliqués? Là aussi, ce sont des défis que nous aurons à relever. Alors, ce qui aurait pu manquer pour favoriser l'implication du patient, c'est le manque d'information. Alors, certains ont dit, j'aurais préféré avoir plus d'explications pendant le traitement. D'autres disent manque de temps. Il faut beaucoup de motivation et de courage. Manque de disponibilité des professionnels. Je ne savais pas à qui m'adresser car le spécialiste n'était jamais disponible. Manque de communication, d'adaptation et d'empathie. Exemple, le neurologue ne m'a pas proposé d'alternative après que je lui ai indiqué que je ne tolérais pas les médicaments prescrits. Et ça revient très souvent. Je n'étais pas à l'aise pour m'exprimer devant eux, donc pas de bienveillance. Et les difficultés dans le parcours, j'ai eu du mal à m'impliquer étant donné que j'ai des difficultés pour me déplacer. Mon domicile est très éloigné du lieu de prise en charge. Donc vous voyez que beaucoup d'éléments entrent en ligne de compte pour que ces droits puissent être opérationnels. Proposer alors ce qui permettrait d'impliquer davantage le patient, c'est la dernière, oui. Le patient doit être renseigné avant, pendant et après le traitement, le droit à l'information. Le patient doit pouvoir faire des recherches et s'informer facilement. Il doit avoir de bons échanges avec les soignants qui peuvent aiguiller au mieux, mettre en relation le patient et les associations locales, organiser des temps d'échange entre patients et proches et proposer aux patients des outils et moyens d'expression. Alors,
que les conditions soient toujours remplies pour participer au projet de soins. Il faut que la famille puisse intervenir lors des entretiens de suivi et on doit savoir exactement qui contacter et à quel moment. Cette information manque très souvent. Je vous remercie de votre attention. Alors juste pour vous informer, il y aura un cocktail déjeunatoire pour vous dans quelques instants. On va juste passer à la partie questions-réponses avant d'avoir quelques mots de fin pour clôturer la conférence. Alors parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question concernant les 3 présentations que nous avons eues, puisque Chloé Saint-Ville du CHU de Martinique est toujours à nos côtés et que Félix Ossater de la Haute Autorité de Santé est aussi toujours sagement en visio à nos côtés. Ah bah, je vous en prie, allez-y. Alors, par rapport au projet de recherche au CHUM, alors ma question c'est est-ce que les partenariats sont prévus avec la Caraïbe, pas la Caraïbe française, mais par exemple avec le Canada, par exemple avec le Canada, avec Cuba, qu'importe. Et puis peut-être d'autres, avec l'Institut du cerveau, par exemple, par rapport à la proportion que nous avons de maladies dégénératives du cerveau. Pourquoi je pose la question? Parce qu'en fait, je participe de temps en temps à leurs conférences. Et quand j'ai posé la question des cohortes, est-ce que dans les cohortes, il y avait des ultramarins? Ils m'ont dit non. Et également les questions pour dépister, etc. Et j'ai dit, est-ce qu'ils incluent la culture? Parce que si, par exemple, c'est eux que c'est cet institut qui propose des questionnaires pour déceler, si nous, on pose des questions sur des fleurs ou sur des choses qu'on ne connaît pas en Martinique, ou alors français qui n'est pas pas en créole, la réponse ne peut pas être pertinente. Et puis, donc, est-ce qu'on peut avoir des partenariats de ce genre, notamment avec l'Institut du cerveau, pour la fourniture de cohortes, par exemple, pour, évidemment, avec l'accord des patients, pour participer à ces recherches et puis bénéficier des innovations. Et sur les fonds, est-ce que le CHUM ne met pas en place une fondation pour financer la recherche, ou alors la recherche auprès d'associations telles que la Ligue contre le cancer, qui, dans ses missions, a la recherche et des fonds dédiés pour ça? Merci. Il y a plein de questions, ça résume tous les enjeux du CHU. Alors, comme je n'ai pas pris de stylo, je vais essayer de ne pas oublier et de répondre à toutes les questions. Sur la coopération, oui, on a déjà des axes de coopération, notamment le Centre de maladies rares qui coopère déjà avec la Caraïbe. On a le registre du cancer qui coopère aussi avec les îles de la Caraïbe comme la République dominicaine. Après, c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir collaborer davantage en matière de projets de recherche, notamment parce que notre bassin de population il est petit et qu'on a des populations qui sont similaires dans les autres îles, et donc ça permettrait de comparer, de s'analyser et de voir si c'est en rapport avec la population, la génétique, l'environnement. Donc il y a un intérêt. L'une des difficultés à ça, c'est que la réglementation en matière de recherche, elle n'est pas la même que chez nous. Et il y a autant d'îles, autant de réglementations. Et donc on a une difficulté à connaître et à comprendre la réglementation de la recherche là-bas. Et puis il y a la question aussi de structuration et de construction de réseau. Il n'y a pas de financement particulier pour ça. Et il y a des financements européens pour la construction de réseaux, mais par rapport à l'Union européenne, et ça n'inclut pas la zone Caraïbe. Donc on a eu la chance d'avoir la visite la semaine dernière, on a eu une semaine recherche au CHU de Martinique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des journées recherche à la radio.
Mais dans le cadre de ces journées recherche-là, la DGOS, le Bureau Recherche et Innovation, a pris cette opportunité pour venir en Martinique et rencontrer les différents CHU et futurs CHU des départements d'outre-mer. Et on a pu avoir des séances de travail avec eux, puisqu'on a des problématiques communes entre la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et on a justement discuté avec eux de notre environnement propre et de la nécessité d'avoir des coopérations avec les pays qui nous sont proches. Donc ça, cette thématique-là a pu être mise en avant. Et actuellement, il y a un projet de recherche justement financé par des fonds Interreg. Mais les fonds Interreg ou FEDER, c'est toujours une prise en charge limitée. Donc pour des établissements de santé qui sont en difficulté financière, c'est quand même compliqué pour nous, puisqu'il y a toujours une part non négligeable du financement qui renvoie à un financement propre de l'établissement. Et donc ce projet-là s'appelle DOSCAR. Il y a un site internet, vous pouvez aller sur Google, taper DOSCAR, qui permet d'avoir une visibilité sur la coopération scientifique avec notre environnement immédiat. Quelle île travaille sur quelle thématique, et est-ce qu'il y a ça se base sur une analyse de la bibliographie, science de la bibliométrie, et permet de voir les coopérations au travers de l'analyse des articles scientifiques qui ont pu être publiés et de la nationalité des auteurs. Et donc ça nous donne une idée des différentes thématiques à l'échelle de la Caraïbe, des thématiques en lien, donc bien naturellement Guadeloupe, Martinique et Guyane collaborent de manière privilégiée, mais il y a des collaborations avec d'autres îles, avec les États-Unis aussi, et donc tout l'enjeu, c'est de favoriser la coopération et puis d'avoir une visibilité sur les aspects technico-réglementaires pour que quand on a un projet de recherche, le réseau ait pu être constitué et qu'on soit au clair aussi sur les démarches réglementaires à leur niveau. Donc ça, c'est sur la partie coopération. Et c'est vrai que nous, on est dans une réglementation française et européenne. La recherche est encadrée par la loi Jardé avec les bonnes pratiques cliniques. Et donc, on se doit de le respecter. Et c'est pas le même environnement réglementaire dans les autres pays. Ensuite, sur les autres questions. Sur les liens avec des partenaires académiques ou institutionnels. Donc, alors, ça renvoie à ce que je disais sur les problématiques de réseau, et votre question renvoie à une thématique que je n'ai pas abordée dans la présentation, celle des cohortes. C'est aussi quelque chose qu'on a fait remonter à la DGOS parce que, à une époque, les cohortes étaient financées par le ministère de la Santé et ça fait plus de 5 ans maintenant qu'elles ne sont plus financées. Or, une grosse partie, nous, de notre recherche au CHU et en Guadeloupe et aussi en Guyane, c'est de la recherche sur données, recherche rétrospective. Et on fait pas assez de recherche interventionnelle, pour différentes raisons. Maintenant, au-delà de ça, la recherche sur données, ça a un intérêt, surtout pour nos territoires, parce qu'en fait, nos populations et les pathologies sont peu décrites au national. Soit elles se noient dans les cohortes nationales, soit elles ne sont pas prises en compte. Et donc, Madame Defoy a pu vous donner un exemple concret d'une cohorte nationale qui n'inclut pas de patients. Donc, on fait partie, par exemple, sur la CEP, donc la sclérose en plaques, et sur les maladies rares, 2 cohortes nationales portées par la Fondation Edmus pour la sclérose en plaques, et pour les maladies rares, c'est la cohorte Bamara, je ne me trompe pas, portée par la PHP. Donc, sur certaines pathologies, en lien justement avec les centres experts que je vous ai présentés, on fait partie de certaines cohortes nationales. Et c'est vrai que ça a tendance à se noyer, et la littérature le montre notamment aux États-Unis, parce que les typologies ethniques sont possibles, ce qui n'est pas possible ici, qu'il y a des types de médicaments, soit dans les dosages, soit dans la fréquence d'administration, qui ne devraient pas être les mêmes selon les types de population, parce qu'elles ne réagissent pas de la même manière. Donc,
il y a un intérêt pour nous pour les cohortes, donc on l'a fait remonter à la DGES. Dans le cadre des journées recherche la semaine dernière, un médecin de médecine interne a pu faire le point sur des projets de recherche, notamment en ce qui a trait au lupus, et évoquer ces spécificités-là. Les comparaisons avec les îles d'à côté et l'Angleterre sur des populations qui nous ressemblent, et le fait que sur les bonnes recommandations d'administration, il pouvait y avoir des différences, et sur le fait aussi qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y a des taux de mortalité à 5 ans qui sont très importants qu'on ne retrouve pas ici, et qu'il y aurait un intérêt à suivre des cohortes ici pour voir un petit peu la différence avec les voisins et avec aussi la France hexagonale. Donc c'est quelque chose sur lequel on va militer, sur lequel le GIRCISO nous accompagne également. Et la dernière question, je crois, où j'ai répondu à tout le monde. Avec les fondations et puis par exemple en collaboration avec, en partenariat avec la Ligue contre le cancer et de recherche. Oui. Alors c'est vrai qu'on a rencontré la Ligue contre le cancer sur toutes ses activités, à prise de poste du directeur général, et on les sollicite, mais peut-être pas de manière assez insistante, donc il faudra qu'on aille les voir. Et par rapport aux fondations, donc le CHU, comme d'autres établissements de santé, a un projet de fondation, justement pour faciliter le financement de certains projets d'intérêt pour la population ou des associations. Mais on a déjà des partenariats avec des associations qui financent en partie certains projets. Mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche très structurée à date. Merci beaucoup Chloé Saint-Ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Alors juste avant de... Oui. Ah, oui. Vous avez parlé de la coopération scientifique avec notre environnement. Vous avez donné DOSCAR. Oui, DOSCAR, c'est D-O-S de mémoire C-C-A-R. C-C, oui. Alors, je suis désolée, je voulais poser une question à la HAS. Je ne suis pas sûre qu'il soit toujours pas... Oui, là, il est là. Je suis là. En revanche, parlez fort parce que j'entends le son parfois de manière assez distante, donc n'hésitez pas à soit approcher le micro, soit parler fort. Alors, ma question c'est, est-ce que les indicateurs qui sont mis en place pour la certification, ces indicateurs tiennent compte de notre environnement et également de... J'entends vraiment pas très bien, je suis désolé. Venez par ici devant l'ordinateur peut-être. Ouais, devant l'ordinateur, j'entends très bien. Très bien, ok. Madame Defoy se rapproche. Voilà, donc je disais, est-ce que dans les indicateurs qui sont fixés par l'HAS dans le cadre de la certification, est-ce que ces indicateurs tiennent compte vraiment de nos environnements, de nos particularités? Parce que l'expérience que j'ai eue, c'est que, bon, par exemple, on peut prendre des indicateurs qui ne correspondent vraiment pas à nos pratiques, qui sont peut-être innovantes qui correspondent vraiment un mot sur deux, madame. J'arrive pas. J'ai compris que vous parliez des indicateurs éventuellement montrés par la HAS. Vous m'entendez mieux? Là, beaucoup mieux, oui. Ah bon, d'accord. Bon, alors je disais que est-ce que les indicateurs qui sont fixés dans le cadre de la certification tiennent compte de nos réalités et notamment des exemples, des pratiques qui sont plus adaptées à nos cultures et à nos manières de faire, à notre climat. Est-ce que c'est prévu dans l'établissement de vos indicateurs de certification? Alors, c'est vrai, j'ai bien entendu. Comment répondre à cette question?
ce que je peux dire, c'est que la certification ne s'attache pas seulement à juger à l'aune de tel ou tel critère. On prend en compte, évidemment, les situations d'établissement, et ce qu'on met en avant, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un établissement, par exemple, qui s'étonnait d'avoir des scores qui étaient un peu bas et qui disaient comment vous voulez qu'on fasse de la psy en France si vous ne nous laissez pas faire. Et moi, j'ai opposé d'innombrables exemples que j'ai pu avoir, par exemple sur les établissements de psychiatrie, et même d'autres, qui sont des établissements qui sont parfois dans une forme de difficulté et qui pourtant réussissent à faire de la qualité et à montrer que, alors ça ne répond pas exactement à un critère, mais qu'ils sont faits autrement, et que du coup il y a des pratiques qui sont similaires. Et de fait, évidemment, il y a un scoring qui est fait sur les critères, on coche des oui ou des non, mais il y a aussi une synthèse qui est rendue. Et quand les coordonnateurs rendent une synthèse et que je lis cette synthèse, je lis les scores en parallèle, mais si j'ai un coordonnateur qui me dit c'est extraordinaire, dans cet établissement, il n'y a pas tout qui est parfait, mais on voit les efforts qui sont faits, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui permettent de pallier à certaines difficultés qui ne sont pas exactement ce qui rentre dans les règles. On a eu un exemple avec un établissement de cancérologie qui se demandait s'il allait avoir la mention parce qu'ils avaient procédé d'une certaine manière qui n'était pas exactement celle du référentiel de HAS, justement pour ce qui est de l'analyse des pratiques, mais qui avait mis en place un système qui était tout à fait efficient, tout à fait efficace, et qui, même si le critère avait été impacté, était rendu compte dans la synthèse que c'était des pratiques qui étaient tout à fait valorisantes. Donc, je passe par les moyens détournés pour répondre à votre question parce que c'est difficile, je n'ai pas des exemples qui sont précis sur ce que vous dites, mais évidemment, on prend en compte soit les disparités territoriales, les disparités sociales aussi, on prend en compte le bassin de population, on s'intéresse quand même à la vie d'établissement justement pour ne pas être dans une forme de tour d'ivoire qui serait de regarder de loin les établissements et de dire bon bah voilà le critère est pas rempli, on va être plus dur, tel critère est rempli, on va du coup valoriser cet établissement. On essaie quand même de montrer que justement, et généralement c'est ce qui a plu quand même sur cette version de la certification, c'est le ressenti, justement le sentiment que les équipes qui se rendaient sur le terrain faisaient vraiment du terrain. Et très souvent, lorsqu'il y a une type de certification, les professionnels qui parfois peuvent être un peu dubitatifs en disant est-ce que travaille vraiment, est-ce que finalement ils s'intéressent vraiment à l'établissement, se rendent compte une fois la visite passée que en fait les experts se sont intéressés à la vie de l'établissement, que les professionnels ont pu pour leur part mettre en avant leurs pratiques et montrer les bonnes habitudes qu'ils pouvaient avoir et le fait que voilà nos formules sur le fait que la qualité, il n'y a pas besoin d'en faire si ça devient des bonnes habitudes. Et donc parfois il y a des établissements qui rendent compte de ça. Et donc évidemment qu'on s'intéresse aux indicateurs, on s'intéresse aux IQSS, mais nous ne sommes pas des monstres. On regarde évidemment ce qui se passe dans cet établissement et on juge pas seulement à l'aune des critères, mais à partir de ce qui est rendu compte par le coordonnateur ou la coordonnatrice lorsque la visite est terminée, qu'une synthèse est rendue et qu'on essaie de rendre compte du réel et pas seulement d'une note ou d'éléments qui répondraient ou non à un critère. Merci. Merci beaucoup, Félix Osfater de l'Autorité de la Santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Alors, je vous informe tout de même déjà que pour le cocktail Jonathan, il faudra que vous vous rendiez à l'étage près de la piscine. Je vous informe également qu'à 17h, nous aurons une conférence sur l'urgence de changer notre regard sur les événements indésirables graves associés aux soins, les EIGS. Avant que l'on se quitte, je vais demander au directeur de Calissan. Non, mais non, il n'est pas là. D'accord, bon, il a dû aller vérifier un petit détail. Une interview, d'accord, bon, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que l'on clôture la conférence tout de suite ? D'accord, merci beaucoup. C'est Viv, vous auriez aimé peut-être dire quelques mots aux personnes qui ont eu la gentillesse de nous accorder leur attention pendant cette conférence ? Effectivement, merci à tous d'avoir fait le déplacement. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Merci aux intervenants aussi qui ont vraiment été au rendez-vous, qui ont répondu présent, même en amont, qui nous ont aidés à préparer cette conférence, notamment M. Osfater qui a accepté de se connecter à distance pour cette conférence. Donc c'est la première qu'on organise sur le sujet
Et elle sera suivie par des conférences de la même, sur des thématiques qui vont varier en fait, pour suivre en fait l'évolution de certains indicateurs, certaines thématiques au fil des mois, au fil des années, pour la Martinique, puisqu'il n'y a pas à ce jour de conférence qui existe sur la santé avec ces fréquences-là en Martinique, donc on tenait à le mettre en place. Donc, merci encore à tout le monde d'être venu, merci à tous les prestataires, les intervenants, merci à Madame Sérignac, Merci. et merci à tous. Et bon appétit. Voilà, et si vous avez des questions par la suite, vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Calisan 972.